Dracula par Bram Stoker. Chapitre 20. Journal de Jonathan Harker. 1er octobre au soir. J'ai trouvé Thomas Snelling dans sa maison de Bethnal Green. Et malheureusement, il n'était pas en état de se rappeler quoi que ce fût. L'idée même de boire de la bière que ma visite attendue lui avait fait miroiter avait été irrésistible, et il avait commencé trop tôt à se livrer à la débauche espérée. J'ai néanmoins appris, grâce à sa femme, honnête créature, bien à plaindre, me sembla-t-il, qu'il n'était que le second de Smollett, le chef de ce duo. Je partis donc pour Walworth et j'y trouvai M. Joseph Smollett chez lui, en bras de chemise, prenant une collation tardive, disposée sur une soucoupe. C'est un garçon honnête et intelligent. À l'évidence, le type de bon ouvrier en qui l'on peut avoir confiance et qui a la tête sur les épaules. Il se souvenait de tout ce qui avait trait à l'incident des caisses et, s'aidant d'un carnet étonnant aux feuilles cornées, il retira de quelques mystérieux réceptacles situés dans les environs de son fond de culotte, recouvert d'annotations hiéroglyphiques portées avec un crayon à la mine épaisse, et déjà à moitié effacé, il m'a indiqué les adresses où les caisses avaient été expédiées. Dans le chargement, il y en avait 6, me dit-il. Ils avaient transporté de Carfax jusqu'au 197 Chicksand Street, Mile End, Newtown. Et 6 autres qu'il avait déposés à Jamaica Lane, à Bermondsey. Si le comte voulait par conséquent disperser ces hideux refuges aux 4 coins de Londres, ces lieux avaient été choisis à titre d'entrepôt provisoire afin de procéder ensuite à une meilleure répartition. La façon systématique avec laquelle on avait agi me fit penser qu'il ne pouvait envisager de se cantonner à 2 secteurs de Londres. Il s'était maintenant établi à l'extrémité est de la côte septentrionale, à l'est de la côte sud et au sud. Il n'y avait sûrement jamais été question que le nord et l'ouest du pays fussent exclus de son plan diabolique. Ni à plus forte raison, la City elle-même est le cœur même du Londres élégant dans les parties sud-ouest et ouest. Je repris ma conversation avec Smollett et lui demandai s'il pouvait nous dire si d'autres caisses avaient été chargées à Carfax. Il répondit « Eh bien, patron, vous avez été chic avec moi, et je m'en vais vous dire tout ce que je sais. J'ai entendu un bonhomme du nom de Bloxham il y a 4 soirs de ça au Hare & Hounds établissement qui se trouve à Pincher's Alley, qui disait que son copain et lui, ils avaient eu à marner comme c'est pas possible dans la poussière d'une vieille maison de Purfleet. Ce genre de boulot, ça court pas les rues. Et je pense que peut-être Sam Bloxham, il pourrait vous dire quelque chose. » Je lui demandai s'il pouvait m'indiquer où le trouver. Je lui précisai que s'il pouvait me dénicher l'adresse, ça lui vaudrait un autre demi-souverain. Il ingurgita alors le reste de son thé, se leva disant qu'il allait se mettre à le chercher sur le champ. Il s'arrêta à la porte et me dit « Écoutez, patron, ça servirait pas à grand-chose que je vous laisse poireauter ici. Peut-être que je vais pas être long à trouver Sam, peut-être que ça prendra plus de temps, mais n'importe comment, il n'y a pas grande chance qu'ils vous disent grand-chose ce soir. Et vous pouvez me donner une enveloppe avec un timbre collé dessus et y mettre votre adresse. Je vais voir où est-ce que je peux le trouver et je vous la posterai ce soir. Mais vous aurez intérêt à le trouver tôt le matin, si c'est vous qui voulez tomber dessus. Faut dire que Sam file très tôt le matin, même s'il s'est cuité la veille au soir. » Voilà qui était concret. Et l'une des enfants s'en fut donc, munie d'un penny, à charge pour elle d'acheter une enveloppe, une feuille de papier et de garder la monnaie. Au retour de la fillette, j'ai écrit l'adresse sur l'enveloppe, je l'ai timbrée, et après avoir entendu Smollett me promettre une nouvelle fois loyalement de me poster l'adresse de Bloxham sitôt qu'il l'aurait dénichée, je pris le chemin du retour. De toute façon, nous sommes sur la piste. Je suis fatigué ce soir et j'ai besoin de dormir. Mina dort profondément et elle a l'air un peu trop pâle. À voir ses yeux, on dirait qu'elle vient de pleurer. La pauvre chérie. Je suis sûr que ça la tracasse de ne pas être tenue au courant. Et peut-être cela la rend-elle doublement inquiète pour moi et pour les autres. Mais cela vaut mieux. Mieux vaut qu'elle soit comme maintenant déçue et soucieuse que la voir perdre son équilibre nerveux. C'est vraiment à bon droit que les médecins ont insisté pour qu'on la tienne à l'écart de cette horrible affaire. Il ne faut pas que je me laisse aller, car c'est sur moi que doit reposer ce fardeau très spécial qui consiste à garder le silence. Quelles que soient les circonstances, je n'aborderai jamais ce sujet avec elle.
Il se peut en vérité que ce ne soit pas si difficile, car elle est elle-même devenue très réticente à ce propos, et n'a pas parlé du compte ni de ses agissements depuis que nous lui avons annoncé notre décision. Le 2 octobre au soir. Journée longue, éprouvante et passionnante. J'ai reçu à la première distribution de courrier l'enveloppe à mon adresse. Elle contenait un bout de papier crasseux sur lequel on avait noté au crayon de charpentier et d'une écriture informe Sam Bloxham, Corkrans, Fort Potterscourt, Bartle Street, Walworth. Demandé après la juin. J'étais encore au lit quand j'ai reçu la lettre et je me levai sans réveiller Mina. Elle avait l'air accablée de sommeil. Elle était pâle et n'allait pas bien du tout. Je décidai de ne pas la réveiller, mais de la faire rentrer à Exeter une fois que je serais de retour, après m'être acquitté de cette nouvelle enquête. Je pensais qu'elle serait plus heureuse dans notre maison à nous, vaquant à ses occupations quotidiennes, qu'en restant ici parmi nous et maintenue dans l'ignorance. Je n'ai vu le docteur Seward qu'un instant et je lui ai dit où j'allais, lui promettant de revenir informer le reste du groupe sitôt que j'aurais découvert quelque chose. Je me suis rendu à Walworth et ce ne fut pas sans difficulté que j'y ai trouvé Potterscourt. Égaré par l'orthographe de M. Smollett, j'avais demandé où se trouvait Potterscourt au lieu de Potterscourt. Cependant, une fois que j'eus trouvé cette ruelle, il ne m'a pas été difficile de découvrir la pension Corcoran. Lorsque j'ai demandé à l'homme qui venait m'ouvrir la porte où était l'adjoint, il a secoué la tête et dit « Je le connais point. Il n'y a personne de ce nom par ici. De toute ma chienne de vie, je n'ai jamais entendu parler de ce gars-là. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un comme ça qui habite ici ou quelque part ailleurs. » J'ai alors pris la lettre de Smollett et en la lisant, je me suis souvenu de la façon dont on avait orthographié le nom de la ruelle. Et j'ai pensé que je pourrais peut-être tirer profit de cette leçon. « Qui êtes-vous » ai-je demandé. « Je suis l'adjoint » répondit-il. J'ai tout de suite vu que j'étais sur la bonne piste. Une fois encore, l'orthographe phonétique m'avait égaré. Grâce à un pourboire d'une demi-couronne, j'ai pu tirer parti de ce que savait l'adjoint et j'ai appris que M. Bloxham, qui avait cuvé chez Corcoran le reliquat de bière de la soirée précédente, était parti à 5 heures du matin prendre son travail à Poplar. Il ne pouvait me dire où son lieu de travail était situé, mais il lui semblait vaguement qu'il s'agissait d'une sorte d'entrepôt comme ceux qu'on fait de nos jours. Et c'est muni de ce chétif indice qu'il me fallut partir pour Poplar. Midi avait déjà sonné lorsque j'ai enfin pu disposer d'une indication satisfaisante au sujet de ce bâtiment. Je l'avais glané dans un café où quelques ouvriers étaient en train de prendre leur repas. L'un d'eux avait fait valoir qu'à Cross Angel Street, on était en train de construire un nouveau bâtiment frigorifique, comme ceux évoqués dans les entrepôts qu'on fait de nos jours. Je m'y suis aussitôt rendu. Une rencontre avec un portier revêche et avec un contremaître plus revêche encore, l'un et l'autre amadoués à l'aide d'espèces sonnantes et trébuchantes, me mit sur la piste de Bloxham. On le fit quérir lorsque j'eus suggéré que je voulais bien régler sa paye du jour à son contremaître si j'avais le privilège de lui poser quelques questions d'ordre privé. C'était un garçon assez dégourdi, bien que mal dégrossi, dans son parler comme dans son comportement. Une fois que je lui eus promis de le rémunérer en échange de ses renseignements et que je lui eus versé un acompte, il me dit qu'il avait fait 2 voyages entre Carfax et une maison de Piccadilly et qu'il avait transporté d'un lieu à l'autre 9 grandes caisses qui étaient rudement lourdes, à bord d'un chariot attelé d'un cheval qu'il avait loué pour la circonstance. Je lui ai demandé de m'indiquer le numéro de la maison de Piccadilly, ce à quoi il a répondu « patron, j'ai pas de souvenir du numéro, mais c'était à quelque porte d'une grande église blanche ou de quelque chose comme ça. Construit il y a pas longtemps. Et en plus, c'était une vieille maison où il y avait beaucoup de poussière, même si c'était rien à côté de la maison où on avait pris ces fichues caisses. Et comment êtes-vous entré dans des maisons si elles étaient toutes 2 inhabitées? Il y avait le vieux bonhomme qui m'avait embauché qui attendait dans la maison de Purfleet. Il m'a aidé à soulever les caisses et à les mettre sur le chariot. Vain Dieu, c'était le type le plus costaud que j'ai jamais vu. Et en plus, il était vieux, avec une moustache blanche et si mince comme gars qu'on dirait qu'il traîne point d'ombre derrière lui. Qu'est-ce que cette expression m'a fait frémir? Eh ben, il a empoigné les caisses de son côté à lui, comme si elles étaient des paquets de thé, pendant que moi je soufflais et je m'époumonnais avant seulement d'avoir pu soulever de mon côté à moi. Et pourtant, je suis pas ce qu'on appellerait un fragile. Comment avez-vous pénétré dans la maison de Piccadilly? Il y était aussi,
Il était sûrement parti arriver là-bas avant moi, car quand j'ai sonné, il est venu ouvrir lui-même la porte, et il m'a aidé à porter des caisses dans le hall d'entrée. Les 9 caisses? Ouais. Il y en avait 5 dans la première livraison et 4 dans la seconde. C'est pas un travail qui était bien arrosé, et je sais pas trop comment j'ai fait pour rentrer chez moi. Les caisses ont été laissées dans le hall. Oui. C'était un grand hall et il n'y avait rien d'autre. Je fis encore une tentative dans un autre domaine. Vous n'aviez pas de clé, donc? Je n'ai pas utilisé de clé, monsieur, ni rien d'autre. Le vieux monsieur, c'est lui qui a ouvert la porte et qui l'a refermée quand je suis reparti. La dernière fois, je me souviens pas, mais c'était à cause de la bière. Et vous ne vous rappelez pas le numéro de la maison? Non, monsieur. Et vous n'avez pas à faire de soucis, cette maison, elle est grande avec une façade de pierre, un beau window et des grandes marches qui montent vers la porte. Je les connais, ces marches, vu que j'ai eu à y monter les caisses avec 3 gars qui traînaient dans le coin, et ils étaient venus pour une petite pièce. Le vieux monsieur leur a donné des shillings, et voyant qu'ils avaient récolté pas mal d'argent, ils en ont voulu encore plus. Et il a chopé l'un d'eux par les épaules, et sûrement qu'il l'aurait balancé en bas des marches, mais tous les 3 ils ont filé en poussant des jurons. Il m'a semblé, avec une telle description, que je pourrais trouver la maison. Aussi, après avoir rémunéré mon ami pour ses renseignements, je suis parti pour Piccadilly. J'avais appris quelque chose de nouveau et de désagréable. Il était évident que le comte pouvait manier les caisses lui-même. S'il en était ainsi, il n'y avait pas un instant à perdre. En effet, maintenant qu'il avait procédé à une certaine répartition, il pouvait, en choisissant le moment qui lui conviendrait le mieux, terminer son travail à l'insu de tous. À Piccadilly Circus, je libérai mon fiacre et me dirigeai vers l'ouest. Passé le Junior Constitutional, je suis tombé sur la maison que l'on m'avait décrite, tenant pour acquis que c'était là la prochaine tanière aménagée par Dracula. On avait l'impression que cette maison avait été longtemps inhabitée. Les fenêtres étaient recouvertes d'une couche de poussière et les volets avaient été ouverts. Les années avaient entièrement noirci les murs et la peinture qui recouvrait les ferrures s'était, pour l'essentiel, écaillée. Il était évident qu'une grande pancarte avait figuré juste tout récemment sur le devant du balcon. On l'avait cependant arrachée sans ménagement et les montants qui l'avaient maintenue étaient restés sur place. Derrière les barreaux du balcon, je vis quelques planches que l'on avait déclouées et dont la tranche brute semblait de couleur blanche. J'aurais donné cher pour voir la pancarte lorsqu'elle était encore intacte, car cela m'aurait peut-être fourni quelque indice quant au propriétaire de la maison. Je me souvenais de quelle façon j'avais trouvé Carfax, puis en avait réglé l'acquisition. Et je ne pouvais m'empêcher de penser que si je découvrais la précédente propriétaire, il serait peut-être possible d'accéder à la maison, d'une façon ou d'une autre. Il n'y avait pour l'heure rien que je puisse découvrir du côté de la façade donnant sur Piccadilly, et rien ne pouvait s'y faire. Je me rendis donc à l'arrière de la maison pour voir si de ce côté-là je pouvais glaner quelque chose. On s'affairait dans la ruelle car la plupart des maisons de Piccadilly étaient occupées. Je demandai à un ou deux des palefreniers et garçons d'écurie que je vis aux alentours s'ils pouvaient me dire quoi que ce fût de la maison vide. L'un d'entre eux déclara qu'il savait qu'elle avait été récemment achetée, mais il ne pouvait dire par qui. Il me précisa pourtant que, jusque tout récemment, on avait pu voir une pancarte avec la mention « à vendre » et que peut-être les marchands de biens Mitchell, Fils et Candy pourraient m'apprendre quelque chose, étant donné qu'il se rappelait avoir vu le nom de cette société sur la pancarte. Comme je ne souhaitais pas paraître trop curieux, ni trop en dire, ou en laisser trop deviner à mon informateur, je le remerciai de la façon habituelle et m'éloignai comme un flâneur. C'était le crépuscule, et la nuit automnale s'apprêtait à tomber. Aussi ne perdis-je pas un instant. Ayant appris, grâce à un annuaire trouvé à l'hôtel Berkeley, l'adresse de Mitchell, Fils et Candy, je me suis très vite trouvé dans leur bureau de Sackville Street. L'homme qui me reçut se montra particulièrement poli, mais sans peu d'empressement à m'apprendre quoi que ce fût était tout aussi remarquable. Une fois qu'il m'eut dit que la maison de Piccadilly, qu'il ne cessa lors de notre entretien de qualifier de résidence, était vendue, il estima que ma démarche avait atteint son but. Lorsque je lui demandai qui l'avait acquise, il ouvrit les yeux un tantinet plus grands et laissa passer quelques secondes avant de répondre. « Elle est vendue, monsieur. »« Pardonnez-moi, fis-je, tout aussi poliment. Mais j'ai une raison bien précise de souhaiter savoir qui en a fait l'acquisition. » Il fit une nouvelle pause, cette fois plus longue, et leva les sourcils davantage encore. « Elle est vendue, monsieur, » répondit-il avec le même laconisme. « Il vous est certainement égal, dis-je, de me donner ce renseignement. » « Cela ne m'est pas égal.
C'est dans un esprit d'absolue confidentialité que nos clients confient leur maison à Mitchell Fils et Quindé. Il s'agissait manifestement d'un cuistre de la plus belle eau, et il ne servait à rien de discuter avec lui. Il me parut que le mieux serait de jouer le même jeu que lui. C'est pourquoi je lui dis « Vos clients, monsieur, ont bien de la chance de disposer d'un aussi ferme gardien de ce qu'ils vous confient. J'exerce moi-même une profession libérale. Dans cette affaire, ce n'est pas la curiosité qui me pousse. Je représente Lord Godalming, qui souhaite avoir quelques renseignements au sujet de la propriété qui, lui semblait-il, était récemment à vendre. » Ces propos lui firent voir l'affaire sous un jour différent. Il dit alors « Il me serait agréable de vous obliger si cela m'était possible, monsieur Harker, et il me serait particulièrement agréable d'obliger sa seigneurie. Nous avons eu l'occasion de régler à son profit une petite affaire de location d'appartement lorsqu'il était l'honorable Arthur Holmwood. Si vous voulez bien me donner l'adresse de sa seigneurie, je veux bien consulter la direction à ce propos et en tout état de cause, j'écrirai à sa seigneurie par le courrier du soir. S'il nous est possible, au prix d'une dérogation aux règles que nous suivons, de donner à sa seigneurie les renseignements sollicités, nous le ferons avec plaisir. » Je souhaitais compter un nouvel ami et non me faire un ennemi. Aussi, en le remerciant, je lui donnai l'adresse du docteur Seward et m'en suis allé. La nuit était alors tombée, la fatigue et la faim se faisaient sentir. Après avoir pris une tasse de thé à l'Irated Bread Company, je suis retourné à Purfleet par le premier train. À mon arrivée, tout le monde était là. Mina avait un air fatigué, elle était pâle, mais elle faisait de vaillants efforts pour paraître gaie et joyeuse. J'avais le cœur brisé à l'idée qu'il m'avait fallu lui cacher certaines choses et lui causant de l'inquiétude. Dieu merci, c'est la dernière soirée où elle sera témoin de nos réunions et qu'elle se sentira blessée de voir que nous ne lui témoignions pas notre confiance. Il m'a fallu bien du courage pour m'en tenir à la résolution que nous avions prise de ne pas la mêler à notre sinistre mission. Elle paraît en un sens s'y être un peu mieux faite, ou bien est-ce le sujet même de cette affaire qui semble lui répugner. En effet, lorsque on y fait la moindre allusion au hasard de la conversation, la voilà qui se met littéralement à frémir. Je suis heureux que nous ayons pris notre résolution à temps, car dans l'état d'esprit où elle se trouve, ce que nous apprenons jour après jour serait pour elle une torture. Ce n'était que lorsque nous serions seuls que j'allais pouvoir dire aux autres ce que cette journée m'avait permis de découvrir. Aussi, après le dîner, suivi par un peu de musique afin de sauver les apparences, alors même que nous étions entre nous, j'ai accompagné Mina à sa chambre, puis l'ai quittée pour qu'elle puisse se coucher. La très chère s'est montrée plus affectueuse que jamais envers moi, s'agrippant à moi comme pour me retenir. Mais nous devions parler de bien des choses, et je m'en suis allé. Dieu merci, la fin de certains échanges n'a en rien altéré notre relation. En redescendant, j'ai trouvé les autres regroupés dans le bureau autour du feu. Dans le train, j'avais mis de mon journal et je me suis contenté de leur lire. C'était le meilleur moyen de les mettre au courant des renseignements que j'avais glanés. Quand j'eus terminé, Van Helsing déclara « Ami Jonathan, vous avez fait aujourd'hui un travail magnifique. Ne fais pas de doute que nous sommes sur la piste des caisses manquantes. Si nous les trouvons toutes dans cette maison de Piccadilly, notre tâche est alors proche de son terme. Mais si certaines manquaient, il nous faudrait poursuivre les recherches jusqu'à ce que nous les trouvions. Alors nous jouerons notre dernier coup, et nous traquerons ce misérable et le mettrons à mort pour de bon. » Nous sommes restés un certain temps assis en silence, et tout à coup, M. Morris a pris la parole. « Dites-moi un peu, comment allons-nous entrer dans cette maison ?»« Nous sommes bien rentrés dans l'autre, » répondit Lord Godalming. « Mais, Hart, c'est différent. À Carfax, nous sommes entrés par effraction, mais pour nous protéger, nous avions la nuit et un parc entouré d'un mur. Ce sera difficile de cambrioler à Piccadilly, que ce soit de jour ou de nuit. J'avoue ne pas savoir comment nous allons entrer, sauf si ce zouave de l'agence peut nous trouver une sorte de clé. Tu en sauras peut-être plus quand tu recevras sa lettre demain. » Lord Godalming fronça les sourcils et se dressa, puis se mit à arpenter la pièce. Il s'arrêta bientôt et dit, en se tournant tour à tour vers chacun de nous, « Quincy a toute sa tête. Cette histoire de cambriolage devient sérieuse. Nous sommes passés sans encombre la première fois, mais maintenant c'est un travail peu commun qui nous attend, sauf si nous trouvons le panier où le comte range ses clés. » Rien ne pouvant se faire utilement avant le matin,
et comme il était pour le moins recommandé d'attendre que Lord Godalming reçoive des nouvelles de chez Mitchell, nous avons décidé de ne prendre aucune initiative concrète avant l'heure du petit déjeuner. Nous sommes restés un bon moment assis à fumer, évoquant notre affaire sous différents angles et sous divers aspects. J'en ai profité pour mettre à jour ce journal jusqu'à l'instant présent. J'ai très sommeil, et je vais aller au lit. Un dernier mot. Mina dort profondément et sa respiration est régulière. Elle a le front plissé, laissant voir de petites rides comme si elle réfléchissait même en dormant. Elle est encore trop pâle, sans paraître aussi hagarde que ce matin. J'espère que la journée de demain réglera tout cela. Elle sera chez elle à Exeter. Ah, comme j'ai sommeil. Journal du docteur Seward. 1er octobre. Renfield me rend perplexe. Il a des sautes d'humeur si rapprochées qu'il m'est difficile d'en suivre le rythme. Comme leur signification va toujours au-delà de son confort personnel, il y a la matière à une étude plus qu'intéressante. Ce matin, lorsque je suis allé le voir, après son refus de parler à Van Helsing, il se comportait comme un homme qui est maître du destin. En vérité, il était bel et bien maître du destin, à titre subjectif. Il ne se souciait pas vraiment de quoi que ce fût de simplement terrestre. Il était dans les nuages et de là-haut, il contemplait toutes les faiblesses qui sont les nôtres, pauvres mortels, et tout ce qui nous fait défaut. Je pensais tirer profit de l'occasion et apprendre quelque chose. Aussi lui ai-je demandé « Et que deviennent les mouches ces temps-ci » Il me regarda en souriant d'un air tout à fait supérieur, un de ces sourires qui auraient convenu au visage de Malvolio. Et il me répondit « La mouche, mon cher monsieur, possède une caractéristique frappante. Elle a des ailes qui sont typiques des capacités aériennes propres aux facultés psychiques. Les anciens ont bien agi en représentant l'âme sous la forme d'un papillon. » Sans pousser son analogie jusqu'à ses conséquences logiques ultimes, je lui ai presque aussitôt rétorqué « Ah, c'est à la recherche d'une âme que vous êtes désormais, n'est-ce pas ?» Sa folie prit le pas sur sa raison, et son visage revêtit une expression déconcertée tandis qu'il déclarait, secouant la tête avec un air de décision que je ne lui avais que rarement vu. « Oh non, je n'ai pas besoin d'âme. La vie, voilà tout ce dont j'ai besoin. » Là-dessus, son visage s'est épanoui. « À l'heure présente, je ne m'en soucie guère. En fait de vie, tout va bien, j'ai tout ce qu'il me faut. Il vous faut trouver un nouveau patient, docteur, si vous souhaitez étudier la zoophagie. » Cette réflexion m'a déconcerté quelque peu. Aussi l'ai-je incité à poursuivre. « Vous commandez donc à la vie. Vous êtes un dieu, je suppose. » Il sourit avec un air de supériorité empreint d'une indulgence ineffable. « Ah non, loin de moi l'idée de m'arroger les attributs de la divinité. Ce qu'elle fait et qui relève spécialement du domaine spirituel ne me concerne même pas. Si je puis définir ma position intellectuelle, je suis quelque peu, par rapport aux réalités purement terrestres, dans la position qu'Enoch occupait spirituellement. » C'était pour moi une véritable énigme. Je ne pouvais en cet instant me rappeler en quoi Enoch se rapportait à notre affaire. Il me fallait donc poser une question simple, bien que je me rendisse compte que je baissais par là dans l'estime de cet aliéné. « Et pourquoi Enoch, Renfield ?»« Parce qu'il marchait avec Dieu. » Le sens de cette analogie m'échappait, mais il me déplaisait de l'avouer, aussi en suis-je revenu à ce qu'il avait refusé d'admettre. « Ainsi, vous ne vous souciez pas de la vie et vous n'avez pas besoin d'âme. Pourquoi donc ?» Je laissai fuser ma question et non sans quelque sévérité afin de le déconcerter. L'effort ne fut pas vain. L'espace d'un instant, il retrouva inconsciemment la manière servile que je lui connaissais, s'inclinant profondément devant moi et rampant littéralement, tandis qu'il répondait « Je n'ai pas besoin d'âme, c'est vrai, je n'en ai pas besoin, je ne pourrais m'en servir si j'en disposais, elle me serait utile en rien. Je ne pourrais pas les manger, ni... » Il s'interrompit soudain, tandis que son visage reprenait son ancienne expression cauteleuse, comme la surface de l'eau se ride sous l'effet du vent. « Et, docteur, pour ce qui est de la vie, de quoi s'agit-il après tout? Qu'est-ce qui se passe quand on dispose de tout ce dont on a besoin et qu'on sait qu'on ne manquera jamais de rien, c'est tout? J'ai des amis, de bons amis comme vous, docteur Seward,
et je sais que jamais je ne manquerai de ce qui est nécessaire à la vie. Je crois qu'en dépit de sa folie nébuleuse, il vit quelque antagonisme en moi, car aussitôt il fit repli vers l'ultime refuge de ses semblables, un silence buté. Peu après, je me suis rendu compte qu'il était pour l'instant inutile de lui parler. Il était boudeur, et je m'éloignais donc. Plus tard dans la soirée, il m'a fait savoir qu'il souhaitait me voir. En temps ordinaire, je ne me serais pas déplacé sans raison particulière, mais il m'intéresse tellement en ce moment même que c'est volontiers que j'ai accepté de faire un effort. De plus, tout ce qui aide à passer le temps me fait plaisir. Harker n'est pas là, il est à la recherche d'indices, et il en va de même pour Lord Godalming et pour Quincy. Van Helsing est assis dans mon bureau, plongé dans la lecture du compte-rendu rédigé par les Harker. Il pense, semble-t-il, qu'une connaissance fine de tous les détails va lui faire découvrir quelque indice. Il souhaite qu'on ne le dérange pas sans raison de son travail. Je lui aurais volontiers demandé de m'accompagner pour aller voir le patient, mais il m'a paru qu'après la dernière rebuffade, il ne souhaiterait peut-être pas y retourner. J'avais aussi une autre version. Il n'était pas sûr que Rainfield parlerait aussi librement devant une tierce personne que lorsque nous étions seuls, lui et moi. Je l'ai trouvé assis sur son tabouret au milieu de la pièce, attitude qui exprime généralement chez lui un certain degré d'énergie physique. À peine étais-je entré qu'il me dit, comme si cette question avait été préparée d'avance, « Pourquoi me parlez-vous, dame ?» Mon hypothèse à l'évidence était correcte. Une activité cérébrale était en cours d'une façon inconsciente, comme c'est le cas, même chez les fous. Je résolus de tirer l'affaire au clair. « Et vous-même, qu'avez-vous à en dire ?» lui demandai-je. Il s'abstint un moment de répliquer, mais regarda tout autour de lui, puis de haut en bas, comme s'il s'attendait à trouver l'inspiration qui lui permit de répondre. « Je n'ai pas besoin d'âme, dit-il. Ce sujet semblait l'obséder, et je résolus donc de l'exploiter, afin de n'être cruel que par bonté. Je lui dis donc, « Vous aimez la vie, et vous avez besoin de la vie. »« Oh oui, mais c'est bien ainsi. Ne vous faites pas de soucis à ce propos. » « Mais comment avoir la vie sans avoir aussi l'âme ?» Il parut déconcerté aussi, poursuivis sur mon idée. « Je vous souhaite bien du plaisir lorsque vous prendrez votre envol et que l'âme de milliers de mouches, d'araignées, d'oiseaux et de chats seront là à bourdonner, à gazouiller et à miauler tout autour de vous. Vous leur avez pris la vie, vous le savez, et il vous faut accepter leur âme. » Ce fut alors comme si il avait l'imagination troublée par quelques pensées, car il se boucha les oreilles avec les doigts et ferma les yeux. Ils se crispèrent à l'extrême, comme chez un petit garçon quand on lui savonne le visage. Il y avait dans ce geste quelque chose de pathétique, j'en fus touché. Cela me servit aussi de leçon, car j'eus l'impression d'avoir devant moi un enfant, un simple enfant, même s'il avait des traits vieillis, même si les poils de barbe garnissant ses mâchoires étaient blancs. Il traversait à l'évidence quelque épisode de désordre mental, et sachant que l'état d'esprit qui avait été le sien ces derniers temps avait permis d'interpréter des faits qui semblaient lui être extérieurs, il me parut utile d'essayer de le comprendre de mon mieux et de suivre sa pensée. Il convenait en premier lieu de restaurer sa confiance. Je lui ai donc dû demander d'une voix assez forte, de façon qu'il m'entendit bien qu'ayant les oreilles bouchées, « Voudriez-vous du sucre pour faire revenir vos mouches ?» Il apparut s'éveiller d'un seul coup et à secouer la tête. Il répondit en riant, « Très peu pour moi. Les mouches sont de piètres créatures, après tout. » Il fit une pause, puis ajouta, « Mais pour autant, je ne souhaite pas avoir leurs âmes me bourdonner autour. » « Et vos araignées? Laissons les araignées où elles sont. À quoi servent les araignées? Elles n'ont rien que l'on puisse manger ou... » Il s'arrêta subitement comme s'il se souvenait qu'il y avait un sujet qui lui était interdit. « Tiens, pensai-je. Voici la deuxième fois qu'il bute subitement sur le mot « boire ». Qu'est-ce que cela signifie? Renfield lui-même parut conscient d'avoir commis une erreur car il se hâta de continuer comme pour détourner mon attention. Ces questions-là ne m'importent nullement. Souris et rats, menu gibier, comme dit Shakespeare, de simples miettes dans le garde-manger, pourrait-on dire. Toutes ces sottises sont pour moi du passé. Autant demander à quelqu'un de manger des molécules à l'aide d'une paire de baguettes que de tenter de m'intéresser aux carnivores de bas étage. Je vois. Il vous faut des êtres de bonne taille, où vous puissiez mordre à belles dents. Que diriez-vous d'avoir un éléphant au petit déjeuner? Ce sont des sottises bien risibles que vous dites.
Il était en train de se réveiller totalement. Aussi ai-je décidé de le pousser dans ses retranchements. Je me demande à quoi ressemble l'âme d'un éléphant. J'obtins l'effet souhaité, car il cessa d'un coup de prendre ses grands airs et redevint un enfant. Je n'ai pas besoin de l'âme d'un éléphant ni d'aucune autre. Il resta assis quelques instants découragé. Soudain, il se dressa d'un bond, les yeux étincelants, montrant tous les signes d'une intense excitation cérébrale. « Allez au diable, vous et vos âmes. Pourquoi me persécutez-vous en me parlant d'âme? N'ai-je pas assez de soucis, de souffrances, de motifs d'affolement sans avoir à penser aux âmes ?» Il se montrait si hostile que j'ai cru qu'il se préparait à un nouvel accès de folie homicide. Aussi donnai-je un coup de sifflet, mais il s'est aussitôt calmé et m'a fait des excuses. « Pardonnez-moi, docteur, je me suis oublié. Vous n'avez pas besoin d'aide. J'ai l'esprit si préoccupé que j'ai tendance à m'irriter. Si seulement vous saviez le problème auquel il me faut faire face et que je tente de résoudre, vous auriez pitié de moi, vous me toléreriez et me pardonneriez. Je vous en prie, épargnez-moi la camisole. J'ai besoin de penser et je ne peux penser librement lorsque mon corps est prisonnier. Je suis sûr que vous comprendrez. » Il était à l'évidence maître de lui. Aussi, à l'arrivée des surveillants, je leur ai dit de ne pas s'en mêler et ils se sont retirés. Rainfield les a regardés partir et quand la porte fut fermée, il a déclaré avec beaucoup de dignité et d'aménité. « Docteur Seward, vous avez été très aimable avec moi. Croyez-moi quand je vous dis que je vous suis très très reconnaissant. » Je jugeai opportun de le quitter au moment où il se trouvait dans cette disposition et je m'enfuis donc. Il est certain que quelque chose dans l'état de cet homme appelle la réflexion. Plusieurs éléments semblent constituer ce dont un intervieweur américain dirait qu'il y a matière à article, si seulement on pouvait mettre ces éléments-là en bon ordre. Les voici. Refus d'utiliser le verbe boire. Frémit à l'idée qu'il pourrait avoir la charge d'une âme quelle qu'elle soit. Ne craint pas à l'avenir de manquer de vie, méprise totalement les formes humbles de la vie, bien qu'il redoute que l'âme de celle-ci vienne le hanter. En bonne logique, tous ces éléments vont dans la même direction. Il a comme l'assurance d'acquérir une forme plus haute de vie. Il en redoute la conséquence, à savoir la charge d'une âme. C'est donc à une vie humaine qu'il aspire. Quant à cette assurance, miséricorde. Le comte s'est approché de lui, et voici que l'on est en train d'ourdir une nouvelle et terrifiante machination. Plus tard, après ma tournée, je suis allé trouver Van Helsing et je lui ai fait part de mes soupçons. Il s'est montré très inquiet. Après avoir pris le temps d'examiner la situation, il m'a demandé de le mener auprès de Rainfield, ce que j'ai fait. En arrivant devant sa porte, nous entendîmes notre aliéné qui chantait gaiement dans sa chambre comme il le faisait en des temps qui semblent désormais bien lointains. À notre entrée, nous eûmes la stupéfaction de constater qu'il avait étalé son sucre comme auparavant. Rendu léthargique par l'automne, les mouches commençaient à pénétrer dans la pièce en bourdonnant. Nous essayâmes de le faire parler du thème de notre précédente conversation, mais il ne voulut pas s'y prêter. Il continua à chanter, tout comme si nous n'avions pas été là. Il s'était saisi d'un bout de papier et était en train de le plier dans un calepin. Il nous fallut repartir aussi ignorants qu'à notre arrivée. Le cas de cet homme est vraiment curieux. Il faut que nous l'observions cette nuit. Lettre de Mitchell, fils et Candy, à Lord Godalming, le 1er octobre. Milord, c'est pour nous un immense plaisir de répondre à vos souhaits en toutes circonstances. S'agissant du désir de votre seigneurie tel qu'il a été exprimé en votre nom par M. Harker, nous prenons la liberté de fournir les renseignements qui suivent au sujet de la vente et de l'achat du numéro 347 à Piccadilly. Les vendeurs sont les exécuteurs testamentaires de feu M. Archibald Winter Suffield. L'acquéreur est un noble étranger, le comte de Ville, qui a procédé lui-même à l'acquisition en versant l'argent de la transaction en espèces et rubis sur l'ongle, si votre seigneurie veut bien nous pardonner d'employer une expression aussi vulgaire. À cela se borne tout ce que nous savons de lui. Nous sommes, milord, de votre seigneurie les humbles serviteurs. Mitchell, fils, et Candy. Journal du docteur Seward, le 2 octobre. Hier soir, j'ai posté un homme dans le couloir et je lui ai dit de noter avec exactitude le moindre bruit qu'il entendrait en provenance de la chambre de Rainfield. Je lui ai donné pour instruction de m'appeler s'il se produisait quoi que ce fût d'étrange. Après le dîner, une fois que nous
fûmes tous réunis autour du feu dans le bureau. Madame Harker étant allée se coucher, nous avons discuté de nos démarches et de nos découvertes du jour. Harker était le seul à avoir obtenu quelques résultats, et nous espérons fermement que l'indice ainsi obtenu se révèle d'importance. Avant de me coucher, je suis passé par la chambre de notre patient et j'ai observé ce qui s'y passait par le guichet. Il dormait profondément et sa poitrine se soulevait puis retombait au rythme régulier de sa respiration. Ce matin, le surveillant de service m'a apporté que peu après minuit, il s'est montré agité, ne cessant de dire ses prières plus fort. Je lui ai demandé si c'était tout, il a répondu que c'était tout ce qu'il avait entendu. Il y avait dans son attitude je ne sais quoi de tellement suspect que je lui ai demandé tout de go s'il s'était endormi. Il nia s'être endormi, mais admit qu'il avait somnolé un moment. Il est vraiment dommage que l'on ne puisse faire confiance aux gens à moins de les surveiller. Aujourd'hui, Harker est parti suivre la piste qu'il a lui-même ouverte, tandis qu'Hart et Quincy sont à la recherche de chevaux. Pour Godalming, il sera bon d'avoir toujours des chevaux prêts à partir, car il n'y aura pas de temps à perdre une fois que nous aurons obtenu les renseignements que nous recherchons. Il nous faut stériliser, entre le lever et le coucher du soleil, toute la terre qui a été importée. Nous pourrons ainsi capturer le comte au moment où il sera le plus vulnérable et ne pourra se réfugier nulle part. Van Helsing est allé au British Museum consulter des textes faisant autorité en matière de médecine ancienne. Les médecins autrefois prenaient en considération d'autres choses qui rejettent de leurs successeurs. Et le professeur est en quête de remèdes contre les sorcières et les démons qui peuvent nous être utiles plus tard. Parfois, je pense que nous sommes sûrement tous fous, et que c'est en camisole de force que nous reprendrons nos esprits. Plus tard, nous nous sommes à nouveau réunis. Il semble qu'enfin nous sommes sur la bonne voie et que nous avons à faire demain sera peut-être le commencement de la fin. Je me demande si le calme de Renfield n'a pas quelque chose à voir avec cette situation. Son état d'esprit a tellement dépendu des faits et gestes du comte que par un processus subtil, il est possible qu'il prenne conscience de la proche destruction de ce monstre. Si seulement nous pouvions avoir idée de ce qui s'est passé entre lui et notre Algarade d'hier, et le moment où il a recommencé à attraper des mouches, nous disposerions peut-être d'indices précieux. En ce moment, il semble connaître une période de calme, ou bien peut-être que je fais erreur. Le cri sauvage que je viens d'entendre semblait provenir de sa chambre. Le surveillant a fait irruption dans ma pièce pour me dire que Renfield, du moins à ce qu'il semblait, venait d'être victime de quelque accident. Il l'avait entendu hurler, et en se rendant auprès de lui, il l'a trouvé allongé face contre terre et couvert de sang. Il faut que j'y aille, tout de suite. Chapitre 21. Journal du docteur Seward, le 3 octobre. Qu'il me soit permis de noter avec exactitude, et en n'omettant rien de ce que je me rappelle, tout ce qui s'est passé depuis que j'ai refermé mon journal. Il ne faut pas omettre le moindre détail dont j'ai gardé le souvenir. Je dois m'y livrer le plus calmement possible. En arrivant à la chambre de Renfield, je l'ai trouvé étendu sur le sol, couché sur le flanc gauche, dans une flaque de sang dont la couleur étincelait. Lorsque je me suis approché pour le déplacer, il m'est tout de suite apparu qu'il avait reçu quelques blessures affreuses. On ne pouvait rien voir de cette unité d'intention entre les différentes parties du corps qui est la marque d'un être sain d'esprit, même en état de léthargie. Comme son visage était en évidence, j'ai vu qu'il était horriblement meurtri, comme si on l'avait frappé contre le sol. C'était en vérité des blessures faciales que provenait la mare de sang. Le surveillant, qui était agenouillé à côté du corps de Renfield, me dit, tandis que nous le retournions, « Monsieur, je pense qu'il a la colonne vertébrale brisée. Vous voyez, non seulement la jambe et le bras droit, mais aussi tout le côté droit de son corps sont paralysés. » Comment une telle chose avait pu se produire, voilà qui étonnait le surveillant au plus haut point. Il paraissait vraiment abasourdi, et c'est les sourcils froncés qu'il m'a dit « Ces deux faits-là, je n'arrive pas à les comprendre. Il a pu se faire ce genre de marque sur le visage en se frappant la tête contre le sol. Je l'ai vu faire un jour à une jeune femme de l'asile d'Eversild sans laisser à qui que ce soit le temps de la maîtriser. Et je suppose qu'il est possible qu'il se soit brisé la colonne vertébrale en tombant du lit s'il a trop gigoté. Mais en aucun cas, je n'arrive à imaginer comment les deux choses ont pu se produire en même temps. S'il avait la colonne vertébrale brisée, il est impossible qu'il se soit frappé volontairement la tête. S'il avait la tête dans cet état avant de tomber du lit, on en verrait les marques. Je lui dis alors
Allez voir le docteur Van Helsing. Demandez-lui d'avoir l'amabilité de venir aussitôt. J'ai besoin de lui de toute urgence. » L'homme partit en courant, et au bout de quelques minutes, le professeur apparut en robe de chambre et en pantoufles. Voyant Renfield à terre, il le regarda un moment avec une extrême attention, puis il se tourna vers moi. Je crois qu'il comprit à mes yeux ce que j'avais en tête, car il dit très tranquillement, et de toute évidence à l'intention du surveillant: « Oh, voici un triste accident. Il aura besoin d'une étroite surveillance et de beaucoup d'attention. En ce qui me concerne, je vais rester avec vous, mais je vais devoir m'habiller. Si vous demeurez ici, je vous rejoindrai dans quelques minutes. » La respiration du patient se faisait désormais stertoreuse, et il était facile de voir qu'il avait été victime de quelque terrible blessure. Van Helsing revint avec une célérité extraordinaire, porteur d'une trousse chirurgicale. Il était évident qu'il avait réfléchi à cette affaire et qu'il avait pris une décision. En effet, avant même, ou presque, d'avoir examiné le patient, il me chuchota: « Renvoyez le surveillant. Il faut que nous soyons seuls avec Renfield quand il reprendra conscience, après l'opération. » « Simmons, je crois que c'est tout pour le moment, » dis-je en conséquence. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour l'instant. Faites donc votre tournée et le docteur Van Helsing va opérer. Si quoi que ce soit d'inhabituel se produit, faites-le moi savoir sur le champ. » L'homme se retira et nous nous livrâmes à un examen rigoureux du patient. L'écho au visage était superficiel. La vraie blessure consistait en une fracture du crâne avec embarrure qui traversait le cortex moteur. Le professeur réfléchit un instant, puis déclara: « Il nous faut réduire la compression et en revenir autant que possible à des conditions normales. La rapidité de la suffusion montre à quel point il s'agit d'une blessure redoutable. Le cortex cérébral semble affecté en totalité. La suffusion dans le cerveau va rapidement augmenter, si bien qu'il nous faut tout de suite trépaner, ou il sera peut-être trop tard. » Tandis qu'il s'exprimait ainsi, on entendit quelqu'un frapper doucement à la porte. J'allai ouvrir et je vis Arthur et Quincy qui se tenaient en pyjama et en pantoufles dans le couloir. Arthur me dit: « J'ai entendu ton employé qui appelait le docteur Van Helsing et lui parlait d'un accident. J'ai réveillé Quincy, ou plutôt je lui ai dit de venir car il ne dormait pas. Les choses vont trop vite et prennent une tournure trop étrange ces temps-ci pour laisser qui que ce soit dormir profondément. Je crois que demain soir la situation se présentera différemment de ce que nous avons connu jusqu'à maintenant. Il va nous falloir penser au passé, mais aussi à l'avenir. Un peu plus que nous ne l'avons fait déjà. Pouvons-nous entrer ?» Je fis signe que oui et leur tins la porte ouverte pour les laisser pénétrer, puis je la refermai. Voyant la position du patient ainsi que son état et en observant l'horrible flaque qui s'étalait au sol, Quincy dit doucement: « Mon Dieu, que lui est-il arrivé? Quel pauvre diable !» Je le mis brièvement au courant, ajoutant que nous espérions qu'il reprenne conscience après l'opération, temporairement en tout cas. Il alla aussitôt s'asseoir au bord du lit, Godalming à côté de lui. Nous observions tous patiemment ce qui se passait. « Nous attendrons, » dit Van Helsing, « mais juste assez pour déterminer le meilleur endroit où trépaner, de sorte que nous puissions faire disparaître le caillot de sang le plus rapidement possible, car il est évident que l'hémorragie augmente. » C'est avec une lenteur terrifiante que passèrent les minutes où il nous fallut attendre. Je sentais mon cœur défaillir horriblement, et je contenais à voir le visage de Van Helsing qu'il ressentait une sorte de peur, ou de l'appréhension à l'idée de ce qui allait se produire. Je redoutais ce que Renfield allait peut-être dire. J'avais vraiment peur de penser, et je n'avais aucun doute quant à ce qui allait lui arriver, comme c'est le cas, je l'ai lu, de ceux qui ont entendu l'horloge de la mort. En guise de respiration, ce pauvre homme émettait des halètements irréguliers. On avait à tout moment l'impression qu'il allait ouvrir les yeux et parler. Mais s'en suivait alors une phase de respiration stertoreuse et prolongée, et il replongeait dans un état d'insensibilité plus durable encore. Tout aguerri que j'étais à côtoyer les lits d'hôpital et la mort, plus ce suspense se faisait intense et plus il m'impressionnait. J'entendais presque les battements de mon cœur et l'afflux du sang à mes tempes résonnait comme des coups de marteau. Le silence finit par se faire angoissant. Je regardais tour à tour mes compagnons et je vis la rougeur de leur visage et la moiteur de leur front. Ils supportaient la même torture. Ce suspense nous mettait à tous les nerfs à rude épreuve, comme si quelque chose de redoutable allait carillonner de toutes ses forces au moment où nous y serions le moins attendus.
Il finit par devenir évident que le patient déclinait rapidement. Il pouvait mourir à tout moment. Je regardai le professeur et vis qu'il avait les yeux rivés aux miens. Le visage empreint d'une résolution sévère, il déclara « Il n'y a pas de temps à perdre. De ce qu'il nous dirait peuvent dépendre de nombreuses vies. » J'y pensais tout en observant, il se peut qu'une âme soit en jeu. Nous opérerons juste au-dessus de l'oreille. Sans ajouter un mot, il procéda à l'opération. Durant quelques instants, la respiration continua d'être stertoreuse, puis vint un souffle si prolongé qu'on eût dit qu'il allait déchirer la poitrine du patient. Soudain, ses yeux s'ouvrirent et prirent une fixité éperdue et impuissante. Son regard resta en l'état quelques instants, puis il s'adoucit et une expression d'agréable surprise et ses lèvres s'entr'ouvrirent exhalant un soupir de soulagement. Il eut un mouvement convulsif et dit en même temps « Je resterai calme, docteur. Dites-leur d'enlever la camisole de force. J'ai fait un rêve affreux et il m'a laissé si faible que je ne peux pas bouger. Qu'est-il arrivé à mon visage? Je sens qu'il est tout enflé et il me fait horriblement mal. » Il essaya de tourner la tête, mais au moment où il faisait cet effort, ses yeux parurent reprendre un aspect vitreux. Aussi lui remis-je doucement la tête dans la position initiale. Puis Van Helsing lui dit, sur un ton calme et grave, « Racontez-nous votre rêve, monsieur Renfield. » Lorsqu'il entendit la voix du professeur, son visage s'illumina malgré les mutilations, et il dit alors, « Ça, c'est le professeur Van Helsing. Comme c'est aimable à vous d'être là. Donnez-moi un peu d'eau, j'ai les lèvres sèches. Après, j'essaierai de vous raconter. J'ai rêvé. » Ici, il s'arrêta et il sembla être en train de s'évanouir. Je m'adressai doucement à Quincy. « Le cognac. Il se trouve dans mon bureau, vite. » Il se précipita, puis revint avec un verre, le flacon de cognac et une carafe d'eau. Nous humectâmes les lèvres parcheminées et le patient revint vite à lui. Il semblait cependant que son pauvre cerveau blessé eût entre-temps travaillé. En effet, une fois qu'il eut repris pleinement confiance, il me lança un regard perçant avec un air atrocement confus que jamais je n'oublierai, et il dit « Il me faut regarder les choses comme elles sont. Ce n'était pas un rêve, ce n'était que la sinistre réalité. » Puis il jeta un regard circulaire dans la pièce, et apercevant les deux silhouettes patiemment assises sur le bord du lit, il poursuivit. « Si je n'en étais pas sûr, eux me le prouveraient. » Ses yeux se fermèrent un instant, ni de douleur, ni de sommeil, mais volontairement, comme s'il voulait mobiliser toutes ses facultés. Il dit en les rouvrant, en toute hâte, et avec plus d'énergie qu'il n'en avait jusqu'alors montré. « Vite, docteur, je meurs. Je sens qu'il ne me reste que quelques minutes, puis il me faudra retrouver la mort, ou pire. Mouillez-moi de nouveau les lèvres avec du cognac. J'ai quelque chose à dire avant de mourir. Ou en tout cas avant que mon pauvre cerveau ne meure. Ça s'est passé cette fameuse nuit après votre départ, la fois où je vous avais imploré de me laisser partir. À ce moment-là, il m'était impossible de parler, car c'était comme si j'avais la langue bloquée. Mais, à part ce détail, j'étais alors aussi sain d'esprit que je le suis maintenant. Je suis resté au comble du désespoir longtemps après votre départ. Il m'a semblé que cela durait des heures. Puis une sensation de paix s'empara soudain de moi. J'avais l'impression que mon cerveau retrouvait son calme. Et je compris où j'étais. J'entendis les chiens qui aboyaient derrière la maison. Mais ce n'était pas là qu'ils se trouvaient. Van Helsing ne sia pas une seule fois, tandis que s'exprimait le patient. Mais sa main jaillit, saisit la mienne, et la serra avec force. Il ne se trahit pas cependant. Il hocha légèrement la tête et dit à voix basse « Poursuivez. » Ce que fit Renfield. Il est venu jusqu'à la fenêtre, plongé dans la brume, tel que je l'avais si souvent vu auparavant. Mais il avait pris alors une forme solide, c'est-à-dire ce n'était pas un fantôme et que ses yeux avaient la férocité de ceux d'un homme en colère. Il riait, la bouche rouge, les dents blanches et acérées, elles brillaient contre le clair de lune, quand il se retournait afin de regarder derrière lui. Il regardait au-delà de la rangée d'arbres, dans la direction où des chiens aboyaient. Je n'ai pas voulu tout de suite lui demander d'entrer, bien que je susse s'il le souhaitait, comme il l'avait souhaité tout du long,
Puis il se mit à me faire des promesses, non pas des promesses verbales, mais des choses qu'il exécutait aussitôt. Le professeur l'interrompit d'un mot. Comment cela? En faisant en sorte qu'elles se produisent, tout comme il envoyait les mouches quand le soleil brillait, de grandes mouches grosses et grasses avec la couleur de l'acier et du saphir sur les ailes, et la nuit de gros papillons avec la tête de mort sur le dos. Van Helsing opina du chef tout en chuchotant inconsciemment à mon intention. Acherontia atropos, que vous nommez le sphinx à tête de mort. Sans s'arrêter ne fût-ce qu'un instant, le patient poursuivit son récit. Il s'est mis alors à murmurer. Des rats, par centaines, par milliers, par millions, chacun d'eux porteurs d'une vie, et des chiens pour les manger et aussi des chats, tous porteurs d'une vie, rien que du sang bien rouge, plein d'années de vie, et bien autre chose que de simples mouches qui bourdonnent. Je le regardais en riant. Je voulais savoir ce qu'il pouvait faire. Alors les chiens se mirent à hurler loin derrière la ligne sombre des arbres de sa maison. Il me fit signe d'approcher de la fenêtre. Je me levai et regardai au dehors, alors il leva les mains et sembla appeler quelqu'un sans souffler un mot. Une masse d'ombre s'étala sur l'herbe, s'approchant telle une flamme, puis il déplaça la brume vers la droite et vers la gauche, et je vis il y avait des milliers de rats avec des yeux rouges étincelants, comme les siens, mais plus petits. Il leva la main et tous firent halte. Ce fut pour moi comme s'il disait « Toutes ces vies, je te les donnerai, et bien d'autres encore, et des plus grandes au fil des siècles innombrables, si tu acceptes de te prosterner et de me vénérer. » Alors j'eus l'impression d'avoir devant les yeux l'écran d'un nuage rouge de la couleur du sang. Avant même d'en avoir conscience, je me surpris à faire coulisser le châssis de la fenêtre et à lui dire « Entre, Seigneur et Maître ». Tous les rats étaient partis, et il se glissa à l'intérieur de la pièce en passant par l'ouverture du châssis, qui n'était pourtant pas plus large que d'1 pouce. À l'instar de la lune qui s'est elle-même souvent faufilée par une fente infime, se présentant à moi dans toute sa grandeur et dans toute sa splendeur. Sa voix faiblissait. Aussi lui humectai-je à nouveau les lèvres avec un peu de cognac. Il poursuivit, mais on avait l'impression que sa mémoire avait continué à fonctionner dans l'intervalle, car son récit avait fait un bond en avant. Je m'apprêtais à le faire revenir en arrière, au point où il en était resté, mais Van Helsing me chuchota. « Laissez-le poursuivre, ne l'interrompez pas. Il ne peut pas revenir en arrière, et peut-être s'arrêterait-il pour de bon une fois perdu le fil de ses pensées. » Renfield continua. Toute la journée, j'attendis qu'il se manifeste. Mais il ne m'envoya rien, pas même une mouche à viande. Et lorsque la lune s'est levée, j'étais passablement en colère contre lui. Lorsqu'il s'est glissé par la fenêtre, bien qu'elle fût fermée, sans même avoir frappé, je devins fou de rage. Il me regarda en ricanant. Son visage blême émergea de la brume, ses yeux rouges luisaient, et il ne s'arrêta point. Comme s'il était maître des lieux et que je n'étais personne. Il avait même changé d'odeur. Lorsqu'il passa près de moi, je ne pus le retenir. Je pensais que c'était un peu comme si Madame Harker était rentrée dans la chambre. Les 2 hommes assis sur le lit se dressèrent et vinrent se placer derrière lui, de sorte qu'il ne put les voir, mais que eux l'entendissent plus clairement. Ils étaient l'un et l'autre silencieux, mais le professeur tressaillait et frissonnait, tandis que son visage devenait plus lugubre et plus sévère encore. Renfield poursuivit sans s'en apercevoir. Quand Madame Harker est venue me voir l'après-midi, elle n'était plus la même. C'était comme du thé lorsqu'on rajoute de l'eau dans la théière. Là-dessus nous sursautâmes tous, mais nul ne prononça un seul mot. Il poursuivit. C'est quand elle s'est mise à parler que je me suis rendu compte qu'elle était ici. Elle avait changé d'apparence. Je ne m'intéresse guère aux gens pâles. Je les aime lorsqu'ils ont en eux beaucoup de sang et elle semblait avoir perdu tout le sien. Je n'y ai pas pensé sur le moment venu. Après le départ de Madame Harker, je me suis mis à réfléchir et je suis devenu fou de colère de voir qu'il l'avait vidée de sa vie. Je sentais les autres frissonner comme moi,
Mais cela mis à part, nous restâmes immobiles. Alors, lorsqu'il est venu cette nuit, j'étais prêt à le recevoir. J'ai vu la brume qui s'insinuait à l'intérieur. Je l'ai agrippé fermement. J'avais entendu dire que les fous ont une force surnaturelle. Sachant que j'étais fou, en tout cas par moments, je résolus d'utiliser de mon pouvoir. Ah, il le sentait lui aussi, car c'était pour se battre avec moi qu'il était sorti de la brume. Je le maintins de toutes mes forces, et il me semblait que j'allais l'emporter, moi qui n'avais pas l'intention de le laisser prendre encore de la vie à Madame Harker, jusqu'au moment où je vis ses yeux. J'en ressentis la brûlure à l'intérieur de moi-même, et mes forces se diluèrent. Il m'échappa, et quand je tentais de me cramponner à lui, il me souleva et me projeta à terre. Il y eut devant moi un nuage rouge, un bruit de tonnerre, et la brume parut s'enfuir en se glissant par-dessus la porte. Sa voix s'affaiblissait, et sa respiration devenait plus stertoreuse. D'instinct, Van Helsing se dressa. Désormais, nous connaissons toute l'étendue de la catastrophe. Il est ici et nous savons pourquoi. Il n'est peut-être pas trop tard. Soyons armés comme nous l'étions l'autre soir, mais ne perdons pas de temps. Nous n'avons pas un instant devant nous. Point n'était besoin de traduire par des mots notre peur, ni même notre conviction. Nous les partagions entre nous. Tous nous nous précipitâmes et nous prîmes chacun dans notre chambre les mêmes objets que lorsque nous étions entrés dans la maison du comte. Le professeur avait déjà les siens en main et lorsque nous nous sommes retrouvés dans le couloir, il les montra d'un air expressif tout en disant « Il ne me quitte jamais. Et il en sera ainsi tant que nous n'aurons pas terminé avec cette malheureuse histoire. Mais vous aussi, mes amis, soyez prudents. Ce n'est pas un ennemi ordinaire auquel nous avons affaire. Hélas, se peut-il que cette chère Mina devienne victime. » Il s'interrompit. Il avait la voix qui se brisait. Et quant à mon pauvre cœur, je ne sais quelle force y dominait, de la rage ou de la terreur. Nous fîmes halte devant la porte des Harker. Hart et Quincy hésitèrent, et celui-ci demanda « Faut-il que nous la dérangions ?»« Il le faut, » dit Van Helsing, inflexible. « Si la porte est fermée à clé, je vais la défoncer. » Cela ne risque-t-il pas de lui faire une peur affreuse? Il n'est pas habitué de faire irruption dans la chambre d'une dame. Van Helsing dit, solennel, « Vous avez toujours raison, mais c'est une question de vie ou de mort. Les chambres sont toutes semblables pour un médecin, et même si elles ne l'étaient pas, il n'y a pas de différence cette nuit à mes yeux. Ami John, lorsque je tournerai la poignée, et si la porte ne s'ouvre pas, donnez un bon coup d'épaule et poussez. Et vous aussi, mes amis. Allons-y. » Là-dessus, il tourna la poignée, mais la porte ne céda pas. Nous nous jetâmes sur elle, elle s'ouvrit d'un coup avec un grand craquement et peu s'en fallut que nous tombions tous la tête la première sur le sol de la chambre. Le professeur, lui, tomba bel et bien, il était à quatre pattes et tandis qu'il se remettait debout, je regardais dans sa direction. Ce que je vis un peu plus loin m'épouvanta. Je sentis mes cheveux qui se hérissaient sur la nuque et j'eus l'impression que mon cœur cessait de battre. Le clair de lune était si vif qu'en dépit de l'épais store jaune, il y avait assez de lumière pour voir ce qui se passait dans la chambre. Sur le lit du côté de la fenêtre était étendu Jonathan Harker, le visage empourpré et respirant lourdement comme un état de stupeur. Agenouillé de l'autre côté du lit et regardant vers l'extérieur, m'apparaissait la silhouette de sa femme, vêtue de blanc. Debout à côté d'elle se tenait un homme grand et mince, vêtu de noir. Il ne regardait pas dans notre direction, mais sitôt que nous le vîmes, nous reconnûmes tous le comte. C'était lui en tout point. Il ne manquait pas même la cicatrice du front. De la main gauche, il tenait les deux mains de Madame Harker et les gardait éloignées, forçant le bras de la jeune femme à être en extension. De la main droite, il lui agrippait la nuque et l'obligeait à baisser le visage vers sa poitrine à lui. Sa chemise de nuit blanche était maculée de sang tandis qu'un mince filet dégoulinait le long du torse dénudé de cet homme et laissait voir ses vêtements arrachés. Par leur attitude, ces deux personnages faisaient affreusement penser à un enfant qui eût poussé le nez d'un chaton dans une soucoupe de lait pour le forcer à boire. Tandis que nous nous précipitions à l'intérieur de la chambre, le comte tourna le visage vers nous, et ce fut comme si cette expression infernale que j'avais entendu décrire s'en emparait d'un coup. Ses yeux se mirent à flamboyer, rouges d'une colère démoniaque. Les vastes narines du nez aquilin s'ouvrirent largement et leurs rebords frémirent.
quant aux dents blanches et acérées que l'on voyait derrière les lèvres gonflées d'une bouche dont le sang dégouttait. Elles se resserrèrent comme celles d'une bête sauvage. Se détachant violemment de sa victime, qu'il rejeta sur le lit comme s'il l'avait précipité de quelque sommet, il fit demi-tour et nous bondit dessus. Mais alors le professeur, qui a eu le temps de se relever, tendit vers lui l'enveloppe contenant l'hostie consacrée. Le comte s'arrêta brutalement, comme l'avait fait la pauvre Lucie devant le tombeau, et il recula piteusement. Il recula de plus en plus tandis que nous avancions, brandissant nos crucifix. Soudain, le clair de lune disparut tandis qu'un gros nuage noir traversait le ciel. Et quand jaillit la lumière du gaz, grâce à l'allumette frottée par Quincy, nous ne vîmes qu'une vapeur indécise. Cette dernière, sous nos yeux, se glissa en forme de traînée sous la porte qui, avec le recul provoqué par la violence de l'ouverture, avait retrouvé sa position première. Van Helsing, Hart et moi, nous avançâmes vers Madame Harker, qui avait alors repris haleine, et avait en même temps poussé un cri si débridé, si aigu, si désespéré, que j'ai maintenant le sentiment qu'il retentira à mes oreilles jusqu'à mon dernier jour. Quelques secondes durant, elle conserva son attitude d'impuissance désordonnée. La pâleur de son visage blafard ressortait d'autant plus que du sang lui maculait lèvres, joues et menton. Un mince filet de sang lui dégoulinait de la gorge. Elle avait les yeux fous de terreur, puis elle se couvrit le visage de ses pauvres mains meurtries, dont la blancheur s'ornait de la marque rouge laissée par la terrifiante poigne du comte. On entendit derrière ses mains une plainte faible et désolée, montrant que son terrible cri n'avait été que la brève expression d'une douleur sans fin. Van Helsing s'avança et tira doucement le couvre-lit sur son visage. Cependant, Hart, après avoir regardé un instant son visage d'un air désespéré, sortit de la chambre en courant. Van Helsing me chuchota « Jonathan est dans un état de stupeur comme nous savons que le comte peut en provoquer. Pendant un petit moment, nous ne pourrons rien faire pour Madame Mina, car il faut qu'elle se remette. Lui, il faut le réveiller. » Il trempa le bout d'une serviette dans de l'eau froide et se mit à tapoter le visage de Jonathan. Pendant tout ce temps, sa femme se tenait le visage à deux mains, poussant des sanglots déchirants. Je soulevai le store et regardai par la fenêtre. La lune brillait intensément. Je vis alors Quincy Morris traverser la pelouse en courant et se cacher à l'ombre d'un grand if. Je ne comprenais pas pourquoi il agissait ainsi. Au même moment, j'entendis Harker lancer une brève exclamation tandis qu'il reprenait partiellement conscience, et je me tournai donc vers le lit. Son visage, et il n'y avait là rien de surprenant, exprimait la plus grande stupéfaction. Il garda quelques instants un air hébété, puis d'un seul coup, brutalement, il retrouva toute sa conscience et il eut un sursaut. Réagissant à ce mouvement rapide, sa femme se tourna vers lui, les bras ouverts comme pour l'étreindre, et elle les replia néanmoins aussitôt. Et serrant les coudes, elle se couvrit le visage des mains et se mit à frissonner jusqu'à en faire frémir le lit sur lequel elle était étendue. « Au nom du ciel, qu'est-ce que cela signifie ?» s'écria Harker. « Docteur Seward, Docteur Van Helsing, qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Mina, ma chérie, qu'y a-t-il? Que signifie tout ce sang ?» Se redressant pour se mettre à genoux sur le lit, il frappa frénétiquement ses mains l'une contre l'autre. « Seigneur, aidez-nous! Aidez-la! Aidez-la !» Puis d'un bond, il sauta du lit et se mit à enfiler des vêtements, en homme tendu tout entier vers l'urgence de l'action. « Que s'est-il passé? Dites-moi tout !» s'écria-t-il sans marquer un instant de répit. « Docteur Van Helsing, vous aimez Mina, je le sais. Faites quelque chose pour la sauver. Il n'est sûrement pas trop tard. Gardez ma femme pendant que je pars à la recherche de celui-là. » Sa femme, malgré sa terreur, son horreur et sa détresse, sentit qu'un péril certain le menaçait. Oubliant sur-le-champ sa propre douleur, elle l'agrippa et s'écria « Non, non, Jonathan, il ne faut pas que tu me quittes. J'ai assez souffert cette nuit, Dieu sait, sans avoir à redouter maintenant qu'il ne te fasse du mal. Il faut que tu restes avec moi. Reste avec ses amis qui veilleront sur toi. » Ce que disant, elle semblait éperdue, sans qu'il résiste. Elle l'attira et le fit asseoir sur le bord de lui, s'accrochant à lui de toutes ses forces. Van Helsing et moi nous tentâmes de les calmer tous les deux. Le professeur tendit son crucifix en or et dit avec un calme incroyable « N'ayez pas peur, ma chère. Nous sommes là. Tant que cet objet est près de vous, rien de maléfique ne peut approcher. Pour cette nuit, vous êtes en sûreté. Il nous faut rester calmes
et nous concerter. Elle frissonna et se tut, reposant la tête sur la poitrine de son mari. Quand elle la releva, la chemise de nuit blanche de ce dernier était tachée de sang là où ses lèvres l'avaient touchée, ainsi que là où des gouttes avaient coulé de l'étroite perforation qu'elle avait au cou. Sitôt qu'elle s'en rendit compte, elle s'écarta, poussant un gémissement sourd et chuchotant au milieu des sanglots qui la suffoquaient. « Impur, impur, je ne dois plus le toucher ni l'embrasser. Pourquoi faut-il que ce soit moi maintenant sa pire ennemie, celle qui a peut-être le plus de raison de le redouter ?» À quoi il répondit avec une franche résolution. « C'est absurde, Mina. Ces mots-là me font honte. Je ne voudrais l'entendre prononcer à ton propos et je ne l'entendrai pas venant de toi. Que Dieu me juge selon ce que j'aurais mérité et qu'il me punisse en m'infligeant une souffrance plus cruelle encore que celle que nous connaissons à cette heure, si je fais ou désire quoi que ce soit qui nous éloigne l'un de l'autre. » Il tendit les bras et l'enlaça en la serrant contre son cœur, position qu'elle conserva un moment tout en sanglotant. Dominant la tête penchée de la jeune femme, il nous regardait et ses yeux humides clignaient par-dessus ses narines frémissantes. Sa bouche avait la dureté de l'acier. Les sanglots de Mina finirent par s'espacer et se faire plus discrets. Il me dit alors avec un calme étudié dont je sentais qu'il soumettrait ses nerfs à la plus rude épreuve. « Et maintenant, docteur Seward, racontez-moi tout. Des faits, bruts. Je ne les connais que trop bien. Racontez-moi tout ce qui s'est passé. » Je lui rapportais les événements avec exactitude tandis qu'il écoutait, apparemment impassible, mais ses narines s'animèrent et ses yeux étincelèrent tandis que je lui expliquais comment les mains impitoyables du comte avaient maintenu sa femme dans cette position terrifiante, horrible, la bouche de celle-ci collée à la plaie béante qu'il avait à la poitrine. Et pourtant, même en cet instant, tandis que son visage blême et crispé sous l'effet de la fureur s'agitait convulsivement au-dessus de la tête penchée de Mina, j'observais avec intérêt que Jonathan, avec tendresse et amour, caressait les cheveux en désordre. Je venais à peine de finir mon récit quand Quincy et Godalming frappèrent à la porte. Ils entrèrent, obéissant à notre invitation. Van Helsing me regarda d'un air interrogateur. Je compris qu'ils voulaient me demander si nous ne devions pas profiter de leur arrivée pour faire en sorte, à supposer que cela fût possible, que les malheureux époux cessent de penser l'un à l'autre et à leur situation commune. Lorsque je lui fis signe que j'étais d'accord, il demanda donc aux deux hommes ce qu'ils avaient vu ou fait, ce à quoi Lord Godalming répondit. « Je ne l'ai vu nulle part dans le couloir, ni dans aucune pièce. J'ai regardé dans le bureau, mais bien qu'il y eût été, il en était parti. Il avait cependant... » Il s'interrompit soudain, regardant la pauvre silhouette prostrée sur le lit. Van Helsing dit avec gravité. « Poursuivez. Ami Arthur, ici nous n'avons plus besoin de rien cacher. Notre seul espoir est désormais de tout savoir. Exprimez-vous librement. » Arthur poursuivit donc. « Il y avait été, et même s'il n'y est sûrement resté que quelques secondes, il l'a sacrément mis à sac. Tout le manuscrit avait été brûlé et les flammes bleues dansaient encore au milieu des cendres blanches. Les cylindres de ton phonographe ont eux aussi été jetés au feu et la cire en a nourri les flammes. » Sur ce, je l'interrompis. « Dieu merci, il y a l'autre exemplaire dans le coffre. » Son visage s'illumina un instant pour s'assombrir de nouveau lorsqu'il poursuivit. Je me suis alors précipité en bas, mais je n'ai pas vu le moindre signe de sa présence. J'ai regardé dans la chambre de Rainfield, mais sans y voir la moindre trace, si ce n'est que... Il fit une nouvelle pause. « Continuez, » dit Harker d'une voix rauque. Aussi baissant la tête et s'humectant les lèvres avec la langue, il ajouta « Si ce n'est que le pauvre homme est mort. » Madame Harker releva la tête, regardant chacun de nous à tour de rôle, et disant sur un ton solennel « Que la volonté de Dieu soit faite. » Je ne pouvais m'empêcher de penser qu'Hart ne disait pas tout, mais supposant que c'était à dessein, j'ai gardé le silence. Van Helsing se tourna vers Maurice et lui demanda « Et vous, ami Quincy, avez-vous quelque chose à signaler ?»« Une petite chose. Au bout du compte, il se peut que ce soit important, mais je ne saurais le dire pour l'instant. J'ai jugé utile de savoir, dans la mesure du possible, où irait le comte après avoir quitté cette maison. Je ne l'ai pas vu, lui, mais j'ai vu une chauve-souris s'envoler de la fenêtre de Rainfield et filer vers l'ouest en battant des ailes. Je m'attendais à la voir retourner à Carfax sous une forme ou sous une autre, mais à l'évidence, c'est vers un autre repère qui se dirigeait. Il ne reviendra pas cette nuit car le ciel est en train de rougir du côté de l'est et l'aube approche. Il nous faudra demain reprendre notre travail. » C'est les dents serrées qu'il prononça ces derniers mots.
Le silence régna durant quelques minutes peut-être, et il me sembla que j'entendais battre nos cœurs. Puis Van Helsing déclara, posa la main sur la tête de Madame Harker avec beaucoup de tendresse. Et maintenant, Madame Mina, pauvre, chère Madame Mina, dites-nous exactement ce qui s'est passé. Dieu sait que je ne désire pas que vous éprouviez de la souffrance, mais il est besoin à nous de tout savoir. Car maintenant, plus que jamais, tout doit être fait vite, très vite et avec grand sérieux. Nous ne sommes pas loin du jour où tout sera fini, si cela doit finir. Et c'est maintenant que nous avons une chance d'en savoir plus et de survivre. Cette pauvre et chère femme frémit et j'ai vu comme elle était nerveuse lorsqu'elle serra son mari plus étroitement contre elle, la tête de plus en plus penchée sur la poitrine de celui-ci. Puis elle redressa fièrement la tête, tendit une main vers Van Helsing qui la prit et la garda dans la sienne, non sans être inclinée et y avoir déposé un baiser respectueux. Elle avait l'autre main serrée dans celle de son mari qui, de son autre bras, l'entourait d'un geste protecteur. Après un temps de silence, de toute évidence destiné à mettre de l'ordre dans ses pensées, elle commença de la sorte. J'avais pris les somnifères que vous m'aviez si aimablement donnés, et il est resté longtemps sans faire effet. J'avais l'impression d'être de plus en plus éveillé, et une infinité d'images horribles se mirent à m'assaillir. Elles avaient tout trait à la mort et aux vampires, au sang, à la douleur et aux soucis. Son mari poussa un gémissement involontaire cependant qu'elle se tournait vers lui, en lui disant avec amour « Ne t'agite pas, très cher. Il faut que tu sois courageux et fort, et que tu m'aides à surmonter l'horrible tâche qui se présente à moi. Si seulement tu savais quel effort me demande le simple fait d'évoquer cette terrible affaire, tu saurais à quel point j'ai besoin de ton soutien. Eh bien donc, je vis que pour que ce médicament me fasse du bien, et il me fallait tenter d'en favoriser l'effet à l'aide de ma volonté. Je m'appliquai donc résolument à dormir. Je n'ai certainement pas tardé à trouver le sommeil, car je ne me souviens plus de rien. Jonathan ne m'avait pas réveillé en venant se coucher, car au moment où reprend le fil de mes souvenirs, il était étendu près de moi. Il y avait dans la chambre cette même brume légère et blanche que j'avais auparavant observée. Et je ne sais plus si vous êtes au courant de cela. Vous le verrez dans mon journal quand je vous montrerai ça plus tard. Je ressentais cette même terreur vague que j'avais déjà éprouvée et la même impression que quelque chose était présent. Je me tournai pour réveiller Jonathan, mais je vis qu'il dormait si profondément que l'on aurait dit que c'était lui et non moi qui avait pris le somnifère. J'essayai en vain de le réveiller. Cela me fit très peur et je regardais terrifié autour de moi. Et puis en vérité je sentis le cœur me manquer à côté du lit, comme s'il était sorti de la brume, ou plutôt si la brume avait pris sa forme, car elle avait entièrement disparu. Se dressait un homme grand et mince, entièrement vêtu de noir. Je l'ai reconnu aussitôt grâce à la description que les autres en avaient faite. Le visage de cire, le grand nez aquilin sur lequel la lumière tombait en une fine ligne blanche. Les lèvres rouges entr'ouvertes qui laissaient voir des dents acérées et blanches. Et les yeux rouges qui m'avaient semblé voir au coucher du soleil sur les vitraux de l'église Sainte-Marie à Whitby. Je reconnus aussi la cicatrice rouge sur son front, là où Jonathan l'avait frappé. Mon cœur cessa un instant de battre, et si je n'avais pas été paralysé, j'aurais poussé un hurlement. En attendant, il émit une sorte de chuchotement incisif, mordant tout en désignant Jonathan. « Silence! Un seul mot de votre part et je le saisis et lui écrase la cervelle sous vos yeux. » J'étais épouvanté, et trop abasourdi pour dire ou faire quoi que ce soit. Avec un sourire moqueur, il mit une main sur mon épaule et me serrant de près, il me déluda la gorge de l'autre, tout en me disant « D'abord, une petite collation en récompense de mes efforts. Inutile de vous agiter, ce n'est ni la première ni la deuxième fois que vos veines ont apaisé ma soif. » J'étais abasourdi, et curieusement je ne voulais pas l'en empêcher. Cela faisait partie, j'imagine, de l'horrible malédiction qui se produit lorsqu'une de ses victimes ressent son contact. Et oh mon Dieu, pitié de moi. Il mit sur ma gorge ses lèvres à l'odeur infecte. Son mari se mit à gémir. Elle lui serra plus fortement la main et le regarda avec compassion comme si c'était lui qui avait subi cette épreuve. Et elle poursuivit. Je sentais mes forces s'amenuiser et j'étais à demi évanoui. Combien de temps dura cet horrible tourment, je ne sais. Mais semble-t-il un long moment a dû s'écouler avant qu'il n'éloigne sa bouche infâme et ricaneuse. Je la vis qui dégoulinait de sang frais. Elle parut un temps submergée par ce souvenir, elle s'affaissa et sans le soutien du bras de son mari, elle se serait complètement effondrée.
Au prix d'un grand effort, elle se ressaisit et poursuivit. Puis il s'est moqué de moi. Ainsi donc comme les autres, vous vouliez vous mesurer à mon intelligence. Vous vouliez aider ces hommes à me pourchasser et faire obstacle à mes desseins. Vous savez désormais, et eux savent déjà en partie, et bientôt ils n'en ignoreront plus rien, ce qu'il en coûte de se mettre en travers de mon chemin. Ils auraient mieux fait d'économiser leur énergie et d'en faire usage pour des questions les concernant de plus près. Tandis qu'ils jouaient au plus fin avec moi, moi qui ai commenté à des nations entières, qui ai manœuvré pour elles, qui me suis battu pour elles, et ce des centaines d'années avant leur naissance. Je réagissais en creusant des contre-mines. Quant à vous, leur meilleur ami, leur bien-aimé, vous êtes désormais à moi. Chair de ma chair, sang de mon sang, parente de ma parentèle. Pressoir généreux que vous fûtes un moment avant de devenir ma compagne et mon auxiliaire. Vous serez vengé à votre tour, car de tous ces hommes-là, il n'en est pas un qui ne soit destiné à pourvoir à vos besoins. Mais pour l'heure, vous devez être puni pour ce que vous avez commis. Vous avez aidé à contrecarrer mes plans. Désormais, vous viendrez à mon appel. Quand mon cerveau vous dira « Venez », vous parcourrez terre ou mer pour exécuter mes ordres. Et voici pour vous y forcer. Là-dessus, il défit sa chemise d'un geste brusque, et de ses ongles longs et pointus, il s'ouvrit une veine sur le torse. Lorsque le sang se mit à jaillir d'une main, il prit les deux miennes, les serra fortement et de l'autre me saisit le cou, et m'appuyait la bouche sur cette blessure, tant et si bien qu'il me fallait suffoquer ou avaler une dose de... Oh, Dieu, qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait pour mériter un tel sort, moi qui toute ma vie me suis efforcé de suivre le chemin de la douceur et de la droiture? Ayez pitié de moi, daignez regarder à vos pieds une pauvre âme qui court un danger plus que mortel, et dans votre miséricorde prenez en pitié ceux à qui elle est chère. Elle se mit alors à se frotter les lèvres comme pour les purifier de la pollution. Tandis qu'elle narrait son histoire terrifiante, le ciel commença à se ranimer à l'est et tout devint de plus en plus clair. Parker restait immobile et silencieux, et pourtant, au fil de ce récit atroce, son visage avait pris un aspect grisâtre qui s'accentuait de plus en plus dans la lumière du matin. Si bien qu'après les premiers filets rouges de l'aurore en train de poindre, sa chair offrait un contraste bien sombre avec les cheveux que l'on voyait blanchir. Nous avons pris nos dispositions pour que l'un de nous reste à portée de voix de ce couple infortuné, en attendant de pouvoir nous réunir et de nous préparer à agir. Il est une chose dont je suis sûr, dans le grand circuit de sa course quotidienne, le soleil ne se lèvera pas aujourd'hui sur sa plus malheureuse demeure.